J'ai été chauffeur routier pendant de nombreuses années, transportant de tout, des marchandises pour des magasins locaux aux produits chimiques dangereux, en passant par des articles pour le gouvernement nécessitant une autorisation spéciale. J'ai travaillé pour la même entreprise pendant environ 15 ans au moment de cette histoire, donc j'étais un conducteur senior et j'aidais dans le domaine de la formation. Je faisais ma part d'accompagnement pour m'assurer que les nouveaux étaient prêts en suivant les lois de la circulation et les règles de l'entreprise. Pour cette raison, on avait également beaucoup confiance en moi. Si je faisais quelque chose de peu commun, c'était très rare et j'avais toujours une bonne raison de le faire, surtout si je le faisais sans consulter personne au préalable. En gros, j'étais l'un des chefs, sans le titre ni le salaire, mais ça ne me dérangeait pas, et cela signifiait qu'on me sollicitait pour aider sans avoir les responsabilités des autres, n'est-ce pas ? C'est donc pour cela que le déroulement des événements a été si étrange pour tous les impliqués. À cette époque, je faisais ce que nous appelions des livraisons à mi-chemin, où, au lieu d'aller à la destination de livraison, je rencontrais un autre conducteur à mi-chemin, nous échangions les remorques et nous rentrions. Nous faisions cela plus souvent en hiver, car nous étions basés dans le nord et essayions d'être gentils avec nos collègues du sud qui n'étaient pas habitués à conduire dans nos hivers rigoureux. Cette fois-ci, nous approchions de la fin du trimestre et devions faire quelques livraisons supplémentaires, alors je me suis proposé pour faire une double tournée, où je les enchaînais, j'échangeais une remorque, je la livrais, j'en récupérais une autre et je rentrais. Bien sûr, il y avait des moments où je m'arrêtais pour dormir la nuit. Je suis arrivé à mon premier échange et le type est finalement arrivé 1 heure en retard à cause de problèmes avec son camion, ce qui m'a retardé, mais ce n'était pas un gros problème. J'ai ensuite déposé cette remorque et je suis parti récupérer la dernière, qui allait être un voyage un peu plus long, alors j'ai décidé de m'arrêter pour passer la nuit ou au moins quelques heures pour dormir. J'ai vu un panneau indiquant une aire de repos qui approchait et j'ai décidé que ce serait ma meilleure option. En entrant et en me garant, j'ai annoncé par radio que je m'arrêterais pour la nuit. J'ai essayé d'appeler ma femme, mais ça a sonné jusqu'à tomber sur la messagerie vocale. Je m'y attendais, car elle travaillait en horaire de nuit, alors j'ai supposé qu'elle était encore là. J'ai décidé de marcher pour me dégourdir les jambes et utiliser les toilettes. En m'approchant du bâtiment, il semblait y avoir des fournitures. Je pouvais voir des packs d'eau, des cigarettes derrière le comptoir, des bonbons, mais les lumières étaient éteintes, sauf une lumière de secours, et la porte était fermée. Parfois, j'ai vu une seule personne travailler dans ces endroits et ils ferment et verrouillent la porte s'ils sortent pour une pause ou quelque chose comme ça. Alors encore une fois, ce n'était pas un gros problème. Je suis allé aux toilettes et cet endroit n'était pas en bon état. Les portes étaient presque en train de tomber, il n'y avait pas de serviette en papier et il y avait une bouteille de savon pour les mains ordinaires à côté d'un lavabo, comme celle que vous trouveriez chez vous, mais elle était vide et semblait l'être depuis un certain temps. Alors je suis parti. Je suis retourné à la boutique et elle était toujours fermée. Il y avait un vieux distributeur automatique délabré à côté de la glacière dehors qui semblait être éteint et n'avait rien dedans. Il semblait y avoir quelque chose dans la machine, mais il y avait un panneau disant qu'elle ne pouvait pas rendre la monnaie, donc elle n'acceptait que les cartes. Pas question que je mette ma carte dans cette chose, alors j'ai simplement dit que ça n'avait pas d'importance. Mais c'est pour ça que j'apporte aussi de petites choses à grignoter au cas où des situations comme celle-ci se produiraient. Je suis retourné à mon camion, j'ai mangé un peu de viande séchée et un mélange de fruits secs et je me suis préparé à dormir. Allongé, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je ne sentais pas que j'étais en danger ni rien, mais plutôt comme si je devais être quelque part ou ne pas être quelque part, ou presque comme quand on oublie quelque chose mais qu'on ne peut pas se rappeler quoi. Au cas où mon sentiment serait incorrect, je me suis assuré que les portes étaient verrouillées et que ma fidèle batte de baseball était à portée de main. J'ai fini par m'endormir et je me suis réveillé seul. J'avais une alarme sur mon téléphone, mais quelque chose m'a fait me réveiller en sursaut à nouveau. J'ai regardé autour de moi, tout semblait normal et rien n'était modifié. J'ai utilisé les toilettes une fois de plus et je suis sorti sans penser beaucoup à la situation. J'ai appelé par radio en plaisantant et en disant que j'étais de retour sur la route et j'ai continué. Je conduisais probablement depuis 1 heure maximum quand j'ai commencé à recevoir toutes sortes d'appels manqués et d'alertes de messages sur mon téléphone et plusieurs appels par radio. J'ai pris la radio pour demander ce qui se passait et mon patron a commencé à me gronder, me demandant où j'étais, ce que je faisais et ainsi de suite. Il a commencé à perdre le contrôle, alors je me suis finalement arrêté pour savoir ce qui se passait. J'ai d'abord appelé mon patron pour voir ce qui s'était passé. Je dirais que nos camions ont des traceurs, alors ils peuvent obtenir notre position.
surtout parce que parfois, nous transportons des fournitures gouvernementales et de grande valeur. Cela aide également dans les situations où nous pouvons nous retrouver dans un endroit où nous ne devrions pas être pour voir si quelqu'un fait quelque chose de mal ou si nous pouvons avoir des problèmes. C'est là que les problèmes ont commencé pour moi. Ils ont vu que j'avais récupéré la nouvelle remorque et que j'avais conduit un moment, puis ils ont dit qu'ils avaient reçu un message radio brouillé de ma part, mais quand ils m'ont demandé de répéter, ils n'ont rien obtenu. Ils ont essayé de me contacter à nouveau et ont dit que cela ressemblait à quelqu'un chuchotant à la radio, puis ils n'ont rien obtenu de moi. Cependant, ils ont également été informés que mon traceur était hors ligne. Cela a maintenant causé des inquiétudes parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais dit, si j'étais en difficulté, et ils n'avaient aucune idée d'où j'étais. Alors ils ont essayé d'appeler mon téléphone portable, et quand il est allé directement à la messagerie vocale, ils ont appelé ma femme. Elle a vérifié ses messages et a vu qu'elle avait un appel manqué de ma part, et quand elle a écouté la messagerie vocale, il n'y avait que des parasites, et il semblait que quelqu'un chuchotait à nouveau, mais elle ne pouvait pas comprendre ce qui était dit. Entre ma messagerie vocale et mon travail l'appelant, elle était un peu inquiète et a essayé de m'appeler, mais elle a obtenu la même chose. Elle n'a même pas eu de réponse à ses messages textes. Pour tout le monde, j'avais tout simplement disparu et ils n'avaient aucun moyen de me localiser, sauf en envoyant des gens à l'endroit et en suivant le chemin pour me chercher. Et soyons réalistes, la police avait des choses plus importantes à faire. Je leur ai dit que j'allais bien et que je l'avais été. J'ai expliqué que j'avais fini dans une aire de repos entre ces bornes kilométriques et j'ai expliqué à quoi elles ressemblaient. Je me suis excusé d'avoir inquiété tout le monde, y compris ma femme, car cela avait été une tempête en soi pour la calmer et je leur ai dit que j'étais en route vers ma destination comme d'habitude. Une fois arrivé à la livraison, j'ai informé mon travail et ma femme que j'étais de retour sans intention de m'arrêter à moins que ce soit pour de l'essence ou de la nourriture. Cependant, ma patronne Agatha m'a appelé et m'a posé des questions sur cette aire de repos où j'étais allé. Je lui ai expliqué à nouveau où elle était approximativement située et à quoi elle ressemblait, et elle a dit qu'elle ne pouvait trouver aucune aire de repos dans cette zone. Agatha était là depuis presque aussi longtemps que moi, donc elle savait que je ne plaisantais pas, mais elle était plus préoccupée par la zone ou s'il y avait des brouilleurs ou quelque chose comme ça, car cela pourrait me mettre en danger moi ou d'autres chauffeurs routiers. Je l'ai taquinée en disant que si elle ne me croyait pas, je pouvais toujours m'arrêter à nouveau et prendre des photos pour obtenir une meilleure localisation, mais elle a dit de ne pas m'inquiéter. Alors je suis parti pour pouvoir rentrer chez moi pendant quelques jours avec ma femme et mon lit. Sur le chemin du retour, cependant, cela a vraiment commencé à me déranger à propos de cet endroit, avec tout ce qui semblait si ancien, personne n'étant dans la petite boutique et ayant simplement une sensation étrange. Je voulais trouver cet endroit à nouveau. Comme je l'ai dit, je fais cela depuis un moment, alors je suis habitué à ces routes et aux indications en dehors de Google. J'ai vu la sortie et j'ai décidé de faire un arrêt rapide avant de terminer mon voyage. J'ai appelé par radio et j'ai dit que je faisais un arrêt rapide et, contrairement à la dernière fois, j'ai reçu une réponse disant qu'ils avaient reçu le message. Cependant, une fois que j'ai pris la sortie, la route semblait aller plus loin que je me souvenais, pensant pour moi-même, peut-être que c'est parce que je viens de l'autre côté et que ce côté est plus long. Sauf qu'il n'y avait rien d'autre que la route, elle s'arrêtait simplement, le béton et tout. Il y avait un grand champ envahi à côté, mais il n'y avait rien là-bas. Aucun bâtiment, aucune boutique, aucune salle de bain, aucun distributeur automatique, même pas un panneau indiquant comment s'appelait l'endroit. J'étais sans voix et sans explication. J'étais là il y a moins de 12 heures et tout avait disparu. J'ai regardé autour pour voir si quelque chose m'avait échappé, mais il n'y avait rien. J'avais même du réseau et j'ai appelé ma femme en me tenant dans le champ en lui expliquant ce qui se passait. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec la situation et m'a demandé de simplement partir et de rentrer dès que possible. Ce qu'elle dit va, alors je suis parti. J'ai pris une photo rapide de la rampe de sortie et du champ comme souvenir, mais c'est tout ce que j'avais pour donner une explication. Maintenant, j'aurais aimé avoir utilisé le distributeur automatique après tout. Quoi qu'il en soit, je suis rentré et j'ai tout expliqué à Agatha et je lui ai même montré la photo du champ. Personne ne sait quoi penser de cela et nous sommes tous d'accord pour nous assurer de recevoir une réponse par radio avant de nous déconnecter la nuit. Et depuis lors, j'ai fait exactement cela et j'ai également commencé à éviter les aires de repos que je ne connaissais pas. Cette seule dimension me suffit.
Je n'ai pas eu la meilleure vie dans la vingtaine et une partie de la trentaine. Après le lycée, mes parents m'ont obligé à aller à l'université. Le problème, c'est que je n'avais aucun intérêt pour l'université et aucune idée de ce que je voulais étudier ou ce qui m'intéressait. Leur solution a été de me forcer à étudier ce que faisait mon père, à savoir l'ingénierie électrique. Comme on pouvait s'y attendre, je ne comprenais rien. J'avais du mal, et comme je n'obtenais pas les notes qu'ils voulaient, ils m'ont menacé d'arrêter de payer, et peu de temps après, ils ont tenu leurs promesses. Je gagnais à peine de quoi payer le loyer, car, bien sûr, je ne pouvais pas vivre avec eux, donc il n'y avait aucun moyen que je puisse payer les frais de scolarité. Alors j'ai abandonné les études. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. J'ai perdu mon travail, je n'ai pas pu en trouver un autre et je ne pouvais plus payer le loyer, alors j'ai commencé à passer d'un canapé à un autre parmi les quelques amis que j'avais. Ce n'était pas l'endroit où être. Je détestais ça et ça m'a causé une dépression sévère. Ne pas avoir d'argent pour faire des choses pour toi-même, ne pas pouvoir subvenir à tes besoins et être une troisième roue m'a vraiment affecté. Alors j'ai dû faire un changement. L'un de mes amis chez qui je restais était en train de devenir, et est effectivement devenu, mécanicien diesel, alors il m'a trouvé un travail avec lui. Je n'étais pas mécanicien, mais j'étais essentiellement son assistant. J'apportais les outils, les fluides, je balayais, des choses comme ça. Cependant, avec le temps, je me suis intéressé aux camions, alors j'observais les mécaniciens, je rencontrais les conducteurs et j'allais même parfois en voyage avec eux. Honnêtement, c'était génial. C'était la chose la plus amusante que j'avais eue depuis longtemps. Cela m'a conduit à obtenir mon permis de conduire et, éventuellement, je suis devenu camionneur. Et j'adore ça. Désolé pour cette longue introduction, mais je voulais expliquer un peu mon passé pour mieux comprendre la raison de mes décisions. À cause de cela, je suis devenu une personne très compréhensive et généreuse. Je déteste voir des gens malchanceux parce que j'ai été là, alors j'essaie toujours d'aider où je peux, y compris prendre des autostoppeurs, aider des gens sur le bord de la route, des choses comme ça. Cela m'a certainement causé des problèmes avant, mais j'ai quelques expériences ici que je me souviendrai toujours. J'étais à mi-chemin de ma destination lorsque je me suis arrêté dans un petit restaurant pour manger. J'ai remarqué qu'il y avait une jeune fille dans l'un des stands près du fond. Elle avait l'air mal en point. Ses cheveux étaient en désordre comme si elle ne les avait pas brossés. Elle portait un vieux sweatshirt qui semblait sale et troué, et la capuche semblait presque arrachée. La seule chose qu'elle avait devant elle était un verre d'eau avec des citrons, et elle avait demandé à la serveuse quels accompagnements elle pouvait obtenir au lieu d'un repas complet. Et ce genre de choses me fait mal. Elle avait évidemment traversé quelque chose, et j'ai ressenti le besoin de m'approcher. J'ai remarqué qu'elle avait un bol de gruau, alors j'ai demandé à la serveuse de lui apporter un ragoût. Quand elle le lui a apporté, elle m'a désigné et la fille a commencé à pleurer. Elle a pris son repas et est venue s'asseoir avec moi pour le finir et m'a remercié. Nous avons parlé un moment et j'ai appris qu'elle essayait de recommencer sa vie. Elle m'a rappelé moi-même à l'époque, ce qui m'a donné envie de l'aider davantage. Je lui ai demandé où elle allait et elle voulait aller plus à l'ouest parce qu'elle avait des amis là-bas qui pourraient l'aider. Il se trouve que c'était là où je me dirigeais, alors je me suis proposé de l'emmener aussi loin que possible. Cela semblait l'encourager, alors après avoir terminé nos repas, nous nous sommes dirigés vers mon camion où je lui ai donné une bouteille d'eau supplémentaire, quelques barres de protéines et un manteau supplémentaire que j'avais au cas où. Nous nous sommes installés et nous sommes partis. Le voyage a bien commencé. Nous avons eu une petite conversation sur ce que nous aimions. Je lui ai parlé un peu de mon passé et je lui ai dit que je comprenais sa façon de penser et que je pensais qu'elle avait pris la bonne décision si cela la rendait plus heureuse. Bien sûr, elle m'a regardé en plissant les yeux comme si elle était confuse ou méfiante au début et a dit « Pourquoi dirais-tu ça ?» J'étais confus, mais j'ai simplement mentionné ce qu'elle m'avait dit auparavant et je lui ai dit qu'elle méritait d'être heureuse. Puis, elle a semblé me questionner et a demandé si je connaissais ses parents ou s'ils m'avaient envoyé. J'ai essayé de lui expliquer que je n'avais aucune idée de qui elle était au-delà de ce qu'elle m'avait raconté et que je ne connaissais certainement pas sa famille. Ensuite, elle est restée silencieuse et quand je l'ai regardée, elle semblait sur le point de pleurer. Quelque chose n'allait vraiment pas ici, mais je ne savais pas quoi faire ou dire. Après quelques secondes de silence, j'ai essayé de m'excuser en disant que je ne voulais pas l'inquiéter ou la déranger, juste que j'étais heureux qu'elle trouve également le bonheur. Puis elle a commencé à pleurer abondamment.
Je l'ai laissé se défouler pendant que je conduisais en silence, et ensuite, elle a semblé commencer à avoir une conversation avec elle-même, et la conversation semblait avoir des tons légèrement différents, comme si l'un était apaisant, tandis que l'autre semblait en colère. Voici ce dont je me souviens, mais ce n'est probablement pas littéral, car cela fait quelques années. Il est juste gentil, il t'a donné des choses sans rien demander en retour. Attends d'arriver, et demande-lui un remboursement. Il ne ferait pas ça, il est différent, je peux le sentir. Oh merde, c'est ce que tu as dit à propos de Bob. À la minute où nous arrivons, il demandera une faveur, il te livrera en un clin d'œil. Non, il ne le ferait pas, il ne sait pas ce qui s'est passé. Oh oui, il le sait, je peux le sentir. Au début, je pensais qu'elle me parlait, mais quand elle n'a pas répondu à mes excuses et a simplement continué, je ne savais pas quoi faire d'autre à part laisser la situation se développer. Alors je l'ai fait. Après que cela ait continué pendant un moment, elle s'est bouché les oreilles et a crié « Arrêtez de me faire peur !» Alors je me suis arrêté et je lui ai demandé si elle allait bien et si elle avait besoin d'aller à l'hôpital ou quelque chose comme ça, et elle a dit non. J'ai essayé de la réconforter en disant que je faisais juste ça pour être gentil. Je ne voulais rien en retour et j'ai mis ma main sur son épaule pour la réconforter sans être trop envahissant. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que cette fille avait un couteau et maintenant elle le pointait vers moi. J'ai levé les mains à nouveau en essayant de la calmer pendant qu'elle continuait à me parler, je suppose. Elle a commencé à dire des choses comme « Je t'ai dit de ne plus t'en prendre à moi, n'est-ce pas ? C'est ta faute, tu méritais ce qui t'est arrivé. Si tu nous avais laissé partir, nous serions encore tous les deux ici. » Alors maintenant, j'étais un peu inquiet pour ma sécurité. Si le moment était venu, j'aurais probablement pu la maîtriser. Mais quelque chose n'allait vraiment pas ici, et je pense que cela n'aurait pas aidé la situation. Je suis resté silencieux jusqu'à ce qu'elle se penche sur son siège et je l'ai observée pendant qu'elle rangeait le couteau dans sa poche. Je lui ai dit à nouveau que je ne voulais vraiment rien d'elle, et j'ai dit que je voulais juste nous garder tous les deux en sécurité et que je la conduirais là où elle avait besoin d'aller. Ensuite, elle m'a dit de simplement conduire, alors c'est ce que j'ai fait. Je suis retourné sur la route et j'ai mis de la musique pour essayer de détendre la tension et le silence. Après un moment, elle m'a demandé si je savais où se trouvait l'hôpital le plus proche. Je lui ai dit que je pouvais en trouver un et j'ai commencé à me diriger vers un hôpital. J'aime aider les gens, mais je me suis senti tellement soulagé quand nous avons trouvé un hôpital et qu'elle m'a demandé d'y aller. En nous approchant, j'ai commencé à lui dire au revoir et à dire que j'étais content de l'avoir aidé quand elle m'a interrompu et a dit « Il est mort ». Je ne savais pas comment répondre, mais je pense que j'ai juste dit « Oh » ou « Quoi ». Ensuite, elle a expliqué « C'est bon, il ne peut plus nous faire de mal ». Ensuite, elle a souri, a pris son sac à dos et m'a serré la main en entrant dans l'hôpital. Je n'ai même pas eu son nom. Je ne sais pas à quoi elle faisait référence avec ça, qui était mort et rien d'autre de son histoire. Je ne sais même pas d'où elle venait, alors je ne pouvais vraiment pas chercher quoi que ce soit à son sujet, mais si ce qu'elle disait est vrai, j'espère qu'elle a reçu l'aide dont elle avait besoin et je suis content qu'elle ait au moins fait confiance à quelqu'un pour l'aider. Un autre événement auquel j'ai été confronté a heureusement été évité avant qu'il ne puisse être bien pire. Je conduis sur de nombreuses routes, surtout la nuit ou tôt le matin quand il n'y a pas beaucoup de monde. Alors quand je vois des gens en panne sur le côté de la route avec leur voiture en panne, j'essaie d'aider où je peux. Cette fois, j'avais l'une de ces remorques de taille moyenne, donc c'était beaucoup plus petit que d'habitude et plus facile à arrêter. Je ne me souviens pas dans quel état j'étais, mais je me souviens que c'était dans le sud et qu'il faisait chaud, une chaleur insupportable. J'ai vu une voiture sur le côté de la route avec un homme marchant de long en large derrière elle. Je l'ai vu de suffisamment loin pour ralentir et m'arrêter devant lui. C'est alors qu'il a couru vers mon côté et a dit que la voiture semblait surchauffer et a demandé s'il avait de l'eau qu'il pouvait utiliser à la place de l'antigel jusqu'à ce qu'ils arrivent en ville. Je n'avais pas vu une autre voiture depuis un moment, alors j'avais probablement de la chance de les trouver et j'ai accepté d'aider. Je suis sorti de mon camion et j'ai commencé à marcher vers la voiture quand j'ai remarqué une femme sur le siège avant tenant un petit bébé. Encore une fois, cela m'a vraiment affecté émotionnellement car ma femme venait d'avoir notre premier enfant cette année-là et je voulais aider. J'ai regardé sous le capot et j'ai remarqué que le moteur était encore extrêmement chaud. Il a dit qu'il était là depuis un moment à attendre que quelqu'un vienne l'aider, mais qu'ils avaient dit qu'il prendrait quelques heures pour arriver. Je pensais qu'il aurait dû refroidir déjà, mais j'ai attribué cela à peut-être être encore au soleil. J'ai commencé à ouvrir le réservoir pour mettre de l'eau quand j'ai remarqué qu'il était plein. On pouvait voir le liquide à l'intérieur. À ce moment-là,
Le gars était à côté de la femme lui parlant très doucement, presque en chuchotant. En étant naïf, je leur ai dit que le réservoir semblait plein et j'ai mentionné qu'il pourrait y avoir un autre problème et j'ai demandé si l'une de leurs lumières s'était allumée. Ensuite, il a pris 1 minute pour répondre et m'a dit que les clés étaient dans le contact si je voulais vérifier. Je pensais que c'était étrange au début quand la femme restait assise dans la voiture avec le bébé, mais je suis monté et je suis entré. En essayant de démarrer la voiture, j'ai remarqué qu'elle ne tournait pas vraiment, quelque chose de complètement différent d'un problème d'antigel. Je les ai regardés et j'ai remarqué que pendant qu'il avait une expression très sérieuse sur son visage, elle semblait nerveuse. Je leur ai dit mes pensées et je suis retourné sous le capot pour voir si je pouvais tester ma théorie et c'est alors que j'ai remarqué un mouvement dans ma vision périphérique. À côté de la bande d'arrêt d'urgence, il y avait la barrière de sécurité, mais ensuite elle s'élevait sur une colline couverte d'herbe avec des arbres. Au début, je pensais voir les arbres se balancer, mais les arbres n'ont pas de bras ni ne portent d'armes. Je me suis rendu compte de ce qui se passait ici. Je leur ai dit que je savais quel était le problème et que j'allais chercher quelque chose dans mon camion. J'ai commencé à marcher rapidement de retour quand j'ai remarqué un autre homme sortant des arbres avec un putain de machette se dirigeant vers mon camion. J'ai rapidement verrouillé les portes et démarré mon camion pendant que le gars commençait à frapper ma fenêtre en exigeant que je sorte. Je suis parti aussi vite que possible et j'ai vu d'autres 2 types sortir de derrière les arbres. Plus tard, j'ai appris que c'était en réalité une tactique courante sur la route. Ils font en sorte que quelqu'un s'arrête, ils les volent de tout ce qu'ils ont, puis ils partent. Heureusement, je me suis rendu compte avant qu'il ne soit trop tard, mais je suis toujours en colère contre moi-même pour être tombé dans le panneau. J'essaie toujours d'aider les gens où je peux, mais maintenant, avec une femme et 2 enfants à la maison, je suis beaucoup plus prudent quant à la proximité avec les gens. Alors rappelez-vous, tous les camionneurs ne sont pas ces gars durs et étranges. Certains d'entre nous veulent juste aider, puis rentrer chez eux en toute sécurité. Mais ne soyez pas non plus aussi crédules et ouverts que moi, et faites simplement attention là-bas. J'ai été camionneur pendant la majeure partie de ma vie adulte. C'est une carrière gratifiante si tu aimes être sur la route, et j'ai choisi ce travail pour cette même raison. Je voulais voir le pays, je voulais conduire au milieu de nulle part, et simplement être seul. Cela peut être un travail solitaire, bien sûr, mais je pense que c'est pour ça que je l'aime. Je n'ai jamais été très sociable. Je pourrais probablement parler pendant des heures de la psychologie de pourquoi j'aime être seul, probablement un traumatisme dans mon enfance ou quelque chose comme ça, mais je pense vraiment que je préfère te parler de la seule fois où j'ai failli arrêter d'être camionneur. Cela s'est passé au début des années 2000, vers 2003 ou 2004. J'avais la trentaine à l'époque et je conduisais un camion pour une entreprise de transport de taille moyenne depuis environ 5 ans. À cette époque, et encore maintenant, j'ai toujours été très prudent dans la façon dont je me conduisais lorsque je travaillais. Je n'ai jamais dépassé mes heures de conduite. J'ai toujours dormi quand il le fallait et je m'assurais d'être en bon état avant de prendre la route. J'avais vu certains camionneurs faire de graves erreurs lorsqu'ils étaient fatigués et je ne voulais pas être l'un d'eux. Je contrôlais aussi ma consommation de caféine, me limitant au matin pour ne pas devenir trop dépendant. Je ne buvais jamais ni ne prenais de substances et j'ai toujours été très prudent quand j'étais sur la route. Je gardais mes distances avec les autres voitures et je suivais simplement les lois. Tout cela dit, pour une raison quelconque, il y a des gens qui ne semblent tout simplement pas comprendre que mon véhicule géant a besoin d'une distance significative pour s'arrêter par rapport à une voiture moyenne. Je ne comprendrai jamais pourquoi les gens décident de nous couper la route sur l'autoroute avec presque littéralement aucun espace ou distance entre nous, ou de conduire dans ce qui est évidemment un angle mort pour notre camion. Désolé de divaguer un peu dans cette histoire, je veux juste dire que nous, les camionneurs, faisons de notre mieux pour contrôler nos véhicules, mais nous avons besoin que tout le monde fasse un peu plus attention et soit un peu plus prudent en passant ou en conduisant près de nous. Cet événement spécifique est celui qui m'a vraiment affecté pour des raisons qui seront bientôt évidentes, mais c'est aussi celui qui n'avait pas de sens pour moi. C'était le début du printemps ici aux États-Unis et je conduisais dans une partie du Midwest qui avait été particulièrement sèche cet hiver-là. Quand nous avons des hivers secs ici, les premières pluies du printemps peuvent être particulièrement dangereuses, car toute l'huile et la saleté sèche sur la route commencent à remonter à la surface. Cela crée de grandes taches glissantes, presque comme de la glace noire.
Il avait plu ce matin-là avant que je prenne la route, alors je savais que je devais être particulièrement prudent en conduisant sur des sections de l'autoroute qui n'ont que 2 voies. Je me suis préparé, j'ai pris la route et je conduisais à un bon rythme quand j'ai vu un véhicule dans mon rétroviseur latéral avec un conducteur qui semblait agité. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Je l'ai vu seulement pendant un moment quand j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. J'ai remarqué l'expression sur son visage et je me suis préparé à la possibilité qu'il fasse quelque chose de stupide. Petite note, tu peux en dire beaucoup par l'expression que quelqu'un a sur son visage. Et cela inclut s'il va être agressif sur la route. C'est quelque chose que j'ai appris sur la route. Alors je savais que cette voiture allait être un problème et mon premier instinct a été de simplement la laisser passer. Alors j'ai relâché un peu l'accélérateur et ralenti pour qu'il ait suffisamment d'espace pour doubler. Je l'ai regardé passer à côté de moi et, à ma surprise, ce type me faisait un geste obscène et criait quelque chose que je ne pouvais évidemment pas entendre. J'ai secoué la tête et regardé devant moi en pensant qu'il valait mieux l'ignorer et continuer. Je l'ai regardé avancer un peu, mais encore à un point où l'arrière de sa camionnette était adjacent à mon camion. Je pensais qu'il allait passer trop près, mais à ma surprise, il a essayé de dévier vers moi, comme s'il essayait de me heurter avec l'arrière de son véhicule. Je l'ai vu à temps et je me suis légèrement déplacé vers la bande d'arrêt d'urgence en pensant « Mon Dieu, quel est le problème de ce type ?» À ce stade de cette partie du chemin, il n'y avait vraiment pas d'autres véhicules autour, c'était juste lui et moi. Alors je me suis déplacé à droite, j'ai ralenti un peu pour le laisser avancer de quelques mètres, puis je suis revenu sur la route en quelques secondes. À ce moment-là, il était devant moi d'1 ou 2 longueurs de voiture, alors j'ai supposé qu'il allait continuer et être un idiot ailleurs. J'aurais aimé que ce soit ce qu'il a fait, parce qu'au lieu de cela, il a commencé à freiner et à ralentir. J'ai commencé à faire de même. Il y a eu un peu de va-et-vient entre lui et moi, accélérant et ralentissant, jusqu'à ce que cela devienne vraiment agaçant. Puis, cet agacement s'est transformé en panique et en terreur immédiate. Au lieu de simplement ralentir sa voiture pour m'embêter, il a vraiment freiné brusquement. À ce moment-là, j'étais de nouveau à une vitesse décente parce que je ne pensais pas qu'il arriverait beaucoup plus que ces petits ralentissements et accélérations. J'ai freiné aussi fort que j'ai pu et j'ai essayé de me déplacer vers la droite pour minimiser la collision parce que c'est ce qui allait se passer. Il allait y avoir une collision quoi que je fasse. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la route était quelque peu glissante et en freinant brusquement et en me déplaçant de côté, j'ai fini par heurter sa camionnette à un angle qui l'a fait basculer et glisser devant moi. J'ai fait de mon mieux pour essayer de contrôler la situation et de causer le moins de dégâts possible. La triste vérité est qu'il n'y avait aucun moyen de minimiser les dégâts compte tenu de la façon dont nous nous étions connectés, des conditions de la route et du fait que j'ai appris par la suite qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Quand la camionnette a basculé, il a été projeté vers le côté passager du véhicule et éventuellement expulsé à travers le pare-brise brisé de sa camionnette. Quand tout a été fini, j'étais en train d'appeler pour signaler la situation et je pensais que j'allais m'évanouir. J'avais envie de vomir et de pleurer en même temps et une partie de moi avait cette horrible sensation que cet accident avait été fatal. Après l'arrivée de la police et des ambulanciers, je leur ai raconté ce qui s'était passé. J'avais une caméra de tableau de bord très basique qui enregistrait des images pendant environ 20 minutes à la fois. Je me suis assuré de l'arrêter pour avoir les images et je les ai données à la police et à mon superviseur pour leur enquête interne. Ils m'ont déclaré exempt de toute faute pour l'accident, mais au fond de mon cœur, je savais que c'était en partie de ma faute. Cet homme a eu une sorte d'épisode maniaque, ou quelque chose comme ça, parce qu'il agissait de manière irrationnelle et folle, et cette malheureuse situation de timing l'a laissé devant moi à ce moment exact. Je n'ai aucune idée de pourquoi il agissait de la manière dont il le faisait. Je n'ai aucune idée de ce qui lui passait par la tête quand il a pensé que c'était une bonne idée de freiner brusquement devant moi comme ça, mais je sais que sa mort a pesé sur ma conscience depuis ce jour. J'ai eu des cauchemars en revivant la situation, j'ai perdu le sommeil à cause du fait de ne pas pouvoir la prévenir et je vois un thérapeute pour essayer de m'en remettre parce que le 20e anniversaire approche l'année prochaine et ça me hante encore. Je veux terminer cette histoire par un avertissement aux personnes qui conduisent de manière imprudente. S'il vous plaît, arrêtez. Quand vous prenez le volant de votre machine de mort de 2 tonnes et que vous conduisez comme un idiot, vous mettez tout le monde autour de vous en danger et je vous recommande vivement d'arrêter vos bêtises lorsque vous conduisez près des camions. Vous pouvez vous sentir invincible sur la route, mais je vous assure que vous ne l'êtes pas.
J'ai rencontré un garçon qui m'a dit qu'il m'emmènerait vivre des aventures et rendrait ma vie excitante. Je ne savais pas que le monde sûr dans lequel j'avais grandi allait être bouleversé. Je vivais dans un petit village et je n'avais jamais voyagé en dehors de mon état. Je n'avais jamais expérimenté la vie comme d'autres pourraient le faire. Nous étions un peu protégés des grands crimes et des autres choses qui se passaient dans tout le pays. Alors, mon ex a décidé de m'emmener en voyage comme conducteur de camion de longue distance. Dans de nombreux CA, ce fut une expérience formidable. Il y a eu beaucoup de moments amusants et j'ai pu voir une grande partie des États-Unis, mais la vie sur la route est difficile. Être sur la route 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'est pas facile. Être enfermé dans un petit camion avec quelqu'un aussi longtemps rendrait n'importe qui fou. La vie sur la route est très différente maintenant de ce qu'elle était quand j'étais dans le transport. Les gens ont maintenant des avancées technologiques et la possibilité de regarder leur chaîne YouTube préférée, de naviguer sur le web ou de jouer sur leur téléphone pour rester occupés. La seule forme de divertissement que nous avions était de regarder un des rares DVDs, de lire un autre livre ou de parler par radio. Nous choisissions souvent de parler par radio et cela devenait notre version des réseaux sociaux bien avant que Facebook, Instagram ou Twitter ne soient même une idée. Comme nous le faisons maintenant, nous créions une identité ou un personnage différent pour nous cacher tout en interagissant avec des personnes qui étaient essentiellement des étrangers. Crois-moi, les camionneurs peuvent être effrayants et maintenir un peu d'anonymat est souvent le seul moyen de rester en sécurité sur la route. Quand tu es camionneur, tu acquiers un surnom pour la CB. Celui de mon ex était Ninja Dwarf, nain ninja, pour sa sécurité et la mienne, car j'étais une bébé de à peine 20 ans et je viens d'Alaska, alors le mien a fini par être Northern Exposure. Exposition du Nord, encore une fois, pour des raisons de sécurité. Pendant le temps passé sur la route, tu rencontres beaucoup de gens fous et tu vois plein de choses folles. Et je veux dire plein de choses folles. Les gens entendent souvent des histoires sur ce qui se passe sur la route. La plupart d'entre elles sont plus dégoûtantes qu'effrayantes, tu sais, comme des conducteurs qui deviennent trop amis avec leurs compagnons de cabine, que ce soit un chien, un chat ou même une chèvre. Mais cette fois, c'était l'une des expériences les plus terrifiantes que j'ai eues dans ma vie. Et quand il s'agit d'événements étranges et inhabituels, ma vie en est malheureusement remplie. As-tu déjà eu des frissons à cause de la voix de quelqu'un? Comme être complètement effrayé de parler à quelqu'un. Une voix qui te fait penser que la personne de l'autre côté ne va pas bien. C'était ce type. Quelque chose chez lui me donnait simplement la chair de poule et je n'avais entendu sa voix qu'à travers les grésillements de la radio CB. La CB a commencé à grésiller et nous avons entendu un appel lointain. On pouvait à peine entendre une voix à travers la statique, mais finalement elle s'est assez rapprochée pour que nous puissions l'entendre clairement. Il devait être à environ 80 km ou plus derrière nous car c'était encore faible, mais notre radio CB était réglée et pouvait vraiment atteindre et toucher quelqu'un, donc nous pouvions l'entendre à travers le bruit de la CB. Alors je l'ai entendue, cette voix. C'est difficile à expliquer, mais la meilleure façon de la décrire serait comme lorsque Heath Ledger parle comme son Joker dans le film de Batman. Il y avait quelque chose de simplement étrange en elle, et cela m'a donné des frissons. Il a simplement dit « Salut, Pete Pourpre », la couleur de notre camion. Où allez-vous? Mon ex a répondu en disant que nous allions en Arkansas. Le conducteur a dit qu'il allait dans la même direction et a demandé s'il pouvait nous accompagner et s'est présenté comme maniaque. Maniaque. Nous courions d'une côte à l'autre et retour. Le type semblait toujours parcourir la même route que nous, mais nous n'avions jamais vu physiquement son camion. Il l'a décrit comme un Peterbilt 378 à long nez, noir, avec un protecteur de sourcils et un pare-buffle. Selon lui, il transportait une caisse sèche de Californie à la Floride, ce qui expliquait pourquoi il semblait toujours aller ou venir par la I-10. Une semaine, quand nous allions de Floride à Los Angeles, nous l'avons rattrapé lors de son voyage de retour de Redmond, Washington, à Bâton Rouge, Louisiane. Il nous a dit qu'il nous rencontrerait au Nevada quand nous reviendrions parce qu'à ce moment-là, nous aurions épuisé nos heures et aurions besoin de nous reposer. Nous avons dit oui, même si je ne voulais pas rencontrer ce type. Mon ex s'était lié d'amitié avec lui, alors nous lui avons donné une ETA sur le moment où nous serions de retour dans la région, à quelle halte de camion nous serions, et nous lui avons dit que nous nous retrouverions pour un repas avec lui. C'était avant que l'idée d'avoir un téléphone portable pour autre chose que les urgences soit une chose. Donc, ce n'était pas comme si nous pouvions l'appeler quand nous serions dans la région. Nous avons convenu et poursuivi notre chemin. Mon ex a continué de parler avec lui jusqu'à ce que les radios ne soient plus à portée.
Nous avons terminé notre chargement et nous nous sommes dirigés vers Las Vegas, à l'halte de camions que nous avions convenu et avons attendu. Las Vegas est un endroit sombre pour les camionneurs en général. Beaucoup de crimes et beaucoup de mauvaises choses se passent, alors nous avons attendu dans le camion. Finalement, nous nous sommes ennuyés et sommes entrés dans l'halte de camions pendant un moment. Nous avons attendu et avons finalement tué le temps suffisant pour prendre un autre chargement, alors nous sommes partis sans l'avoir rencontré au Nevada. Mais quelques mois plus tard, nous l'avons trouvé en Oklahoma. Nous avions entendu quelques rumeurs à la radio sur CES, lézards de parc, prostituées d'haltes de camions, étant brutalement assassinés dans des haltes de camions au Texas, en Oklahoma, en Arkansas, au Mississippi, en Louisiane et au Tennessee, mais nous avons pris cela pour du drame à la radio. Après tout, nous n'avions littéralement rien de mieux à faire que d'inventer des histoires de camionneurs. Nous avons continué à en entendre parler et même à en parler à Maniac. Il a juste ri et a dit « Cela doit être un vrai malade qui le fait. Cela doit être juste une histoire, car si c'était vrai, il l'aurait déjà attrapé. Je parie même qu'il a laissé des empreintes ou du sperme sur la scène du crime. Avec tout le sanglant et le désordre que c'était, je parie qu'il veut être attrapé. » Cela semblait être une chose étrange à dire, mais il était un type très étrange, donc c'était totalement dans son caractère. Maniac a continué son chemin et nous le nôtre, et après un certain temps, j'ai oublié ce commentaire étrange. Avançons de quelques semaines et nous étions dans le Mississippi et avons entendu une voix familière à la radio. C'était Maniac. Nous avions pris un long week-end parce que c'était la fête du travail et la plupart des entreprises étaient d'accord pour que les conducteurs prennent un jour de congé supplémentaire. Notre plan était d'atteindre ce lac au milieu de nulle part. Nous allions laisser notre remorque et sortir avec le camion sans remorque. Alors nous avons bavardé et il a dit qu'il se dirigeait vers le Tennessee et qu'il partirait le lendemain matin. Alors, en raccourcissant notre repos très nécessaire et en évitant le week-end au lac, mon ex a décidé de courir avec lui pour avoir quelqu'un à qui parler. Nous avions eu une dispute avant et je ne lui parlais pas et il détestait absolument le traitement du silence. Notre chargement devait être livré en Caroline du Nord dans quelques jours, alors être quelques heures avant la date limite signifiait seulement que nous serions en tête de file pour prendre notre chargement de retour. Gain total. Nous sommes partis ce matin-là et nous nous sommes dirigés vers là-bas. Les gars ont décidé que nous nous arrêterions au Tennessee et finalement, après environ 6 mois de bavardage, nous nous rencontrerions. Nous n'avions pas peur de le rencontrer, mais j'étais toujours très nerveuse. Je n'étais pas une personne faible. J'ai grandi avec 15 garçons à la maison et j'étais connue pour être bagarreuse. Mon ex était un type plus grand, mesurait 1,90 m et pesait environ 130 kg. En théorie, nous pouvions le gérer si nécessaire. La seule façon dont il pourrait nous surpasser, c'est s'il avait une arme, ce qui à l'époque était hautement illégal d'avoir dans les camions et si tu te faisais attraper, c'était de la prison sans question. Avec notre entreprise, nous avions des stations de carburant très spécifiques que nous pouvions utiliser pour faire le plein. Maniac était un opérateur propriétaire, alors il pouvait aller n'importe où. Maniac a dit qu'il s'était déjà arrêté pour faire le plein et prendre une douche, mais qu'il laisserait sa remorque et nous rencontrerait à la station de service Flying G, qui était sur la route depuis là où il était, que je crois être une station de carburant Loves. Alors nous nous sommes préparés pour faire le plein, prendre une douche et obtenir une place au restaurant. Nous avons attendu environ 45 minutes avant de commander de la nourriture et avons attendu et attendu. Personne n'est apparu et il n'y avait aucun moyen de le contacter. Mon ex n'était pas un homme patient. Alors nous avons mangé et ensuite sommes retournés au camion. Je me souviens qu'il faisait sombre et humide. Il devait probablement être 10 heures du soir, ou à peu près. Il n'y avait pas beaucoup de bruit dans cette halte de camion, ce qui était inquiétant. Une halte de camion silencieuse est une halte de camion effrayante. Nous avons traversé l'île de carburant pour être accueillis avec une tonne de lumière clignotante. Il n'est pas rare d'attraper des lézards de parc ou que les conducteurs s'impliquent dans des choses qu'ils ne devraient pas, alors nous n'y avons pas beaucoup pensé. Les policiers dans une halte de camion vont de pair. Mais c'était plus que juste les pitreries typiques des haltes de camion. Nous avons passé devant environ 12 camions ou plus. C'était l'une des Flying G les plus grandes, donc elle pouvait probablement accueillir environ 80 camions et remorques si tu allais tout au bout du terrain et tu pouvais ensuite placer une douzaine ou plus de camions dans le lot de terre qui était où notre camion se trouvait. Maintenant, je suis une fille avec des courbes, pas grosses, mais je ne ressemble pas à quelqu'un qui appartient à une halte de camion. J'étais habitué à ce que les conducteurs me regardent de manière effrayante. Ils me harcelaient toujours et me taquinaient pour être un lézard de parc, même si j'étais conductrice. En fait, il y a quelques haltes de camions qui ne sont pas sûres pour marcher seules.
Je marchais avec mon ex, et nous ne nous tenions pas la main ni rien, mais c'était évident que j'étais avec lui. Nous avons marché sur la route et avons vu un camion sans remorque garé dans une place complète. J'ai pensé que c'était étrange qu'il soit dans un espace pour camions sans remorque. Typiquement, les camions sans remorque se garent à la fin d'une rangée et laissent les grands espaces pour les camions avec remorque parce que c'était, encore une fois, une autre règle non écrite des camionneurs. Nous avons marché à côté du camion sans remorque. C'était un camion sombre, peut-être noir ou bleu foncé, avec un pare-buffle et une sourcille. Je ne me souviens pas du type de camion qu'il était, juste qu'il avait l'air un peu menaçant dans l'obscurité. Le code des camionneurs de la vieille école était que si tu cherchais de la compagnie, le conducteur se garerait et laisserait sa lumière de lecture rouge allumée pour indiquer aux lézards de parc que le conducteur cherchait du divertissement. Le type était assis sur le siège passager. Il avait sa lumière de lecture rouge allumée, alors je pouvais voir son visage. Il était un peu déformé, mais il m'a fait le sourire le plus effrayant et a ensuite rapidement fermé ses rideaux. Nous étions à environ 6 camions du camion sans remorque. Je pouvais voir son camion depuis le nôtre. Je me souviens d'avoir regardé en arrière et vu cette lumière rouge encore allumée, illuminant la fenêtre du port dans la porte passager, et une petite fente dans le rideau montrait un point sombre. Il nous regardait encore. Malgré la chaleur, un frisson a parcouru ma colonne vertébrale et j'ai eu une sensation très inconfortable. Mon estomac s'est retourné avec une sensation soudaine de peur. Finalement, nous sommes arrivés au camion et avons allumé la CB pour notre divertissement nocturne et pour voir si nous pouvions contacter Maniac pour voir quel était le problème. Le murmure était sur tous les policiers, l'ambulance, le camion de pompiers et la DOT. Toute l'agitation était essentiellement devant nous, mais 2 rangées plus haut. Les gens disaient qu'il y avait un lézard de parc mort et que c'était grave, comme quelque chose d'horrible. Un conducteur a commencé à essayer de l'expliquer, mais ensuite on lui a dit de se taire par un policier. Étant les personnes curieuses que nous sommes, mon ex et moi avons sauté du camion pour enquêter. Nous nous sommes faufilés entre les camions et avons réussi à nous approcher de la scène. Tu sais, quand tu entends la phrase « Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier », c'était l'une d'elles. La femme, ceux qu'il en restait, avaient été attachés à la remorque et ensuite quelqu'un avait relâché le pivot, la pièce qui les verrouillait ensemble, et avait abaissé le train d'atterrissage. Le conducteur, qui était maintenant assis à l'arrière d'une voiture de police menottée, la tête pendante et le front sur le dossier du siège. Il sanglotait de lourds sanglots sur sa chemise, nous pouvions les entendre à travers la porte fermée. Il pleurait qu'il n'avait rien à voir avec cela et priait Dieu pour être pardonné pour ce qu'il avait fait. Le pauvre conducteur n'avait évidemment pas fait une vérification de sécurité avant de partir et avait simplement décidé de quitter sa place pendant qu'elle était attachée. Elle a été déchirée en 2. Sans entrer dans les détails, je peux te dire qu'un corps humain normal ne devrait jamais ressembler à ça. C'était comme quelque chose que tu verrais dans l'un de ces films de Saw. Je me souviens de m'être reculé et d'avoir heurté un autre conducteur. Il m'a juste regardé pâle et semblait qu'il allait être malade. Je ne gère pas bien cette fonction corporelle, alors je me suis rapidement éloigné de lui et j'ai commencé à retourner au camion. Je courais presque en retour, ne me souciant pas que j'aurais dû attendre mon ex parce qu'il avait les clés. Je suis arrivé au camion et ai tiré sur la porte, mais elle ne s'ouvrait pas, alors j'ai couru à l'halte de camion à toute vitesse. J'allais être malade et je préférais que les gens ne me voient pas. Je suis passé par l'endroit où le camion sans remorque était garé et il était parti. Mon ex est arrivé à l'halte de camion en me cherchant et a dit qu'il me raccompagnerait au camion pour que je puisse dormir. Oui, bien sûr, comme si je pouvais dormir après avoir vu ça. Il a allumé la radio et a commencé à parler avec les autres conducteurs. Personne n'avait rien vu. Il n'y avait même pas eu beaucoup de trafic de lézards de parc. La police avait travaillé des heures supplémentaires pour nettoyer les haltes de camions après avoir entendu parler des premiers meurtres. Je me suis assise dans la couchette et j'ai simplement regardé par le pare-brise, les lumières clignotantes. Il y a eu un coup à la porte. Un policier a dit qu'il prenait des déclarations de tout le monde dans l'halte de camion, nous donnant le résumé sur la sécurité en nombre et ne pas aller nulle part seul. Je n'avais pas l'intention de quitter le camion. Je lui ai parlé du type effrayant qui m'avait souri dans le camion sans remorque et de la description du camion. Le policier ne voyait pas l'intérêt que je lui parle d'un type effrayant, mais il a pris l'information de toute façon. Je ne pense pas avoir dormi pendant des jours après ça. Je voyais toujours cette image, des flashs passant par ma tête, l'image vive de son visage. Elle avait un chiffon rouge dans la bouche
et du ruban adhésif fort autour de ses poignets, l'attachant à l'étagère de la tête de lit. Elle avait évidemment lutté parce qu'elle avait des ecchymoses sur le ventre et le visage, le mascara coulant sur ses joues et l'odeur, comme de la viande pourrie et du sang, me fait retourner l'estomac rien que d'y penser. Cela ne semblait pas affecter mon ex. Il a continué comme si ce n'était pas quelque chose de grand ou spécial. Après quelques semaines, j'ai finalement réussi à sortir l'image de ma tête, ou du moins j'ai finalement réussi à me convaincre que ce n'était pas réel et que c'était juste une scène d'un film d'horreur. De toute façon, j'étais contente pour le moment de l'avoir hors de mon esprit. Avançons jusqu'à février, environ 3 mois après cet incident. Avançons jusqu'à février, environ 3 mois après cet incident. Nous nous dirigions vers la Nouvelle-Orléans. J'étais super excité de voir la région et j'espérais pouvoir assister au Mardi Gras. Je voulais visiter les cimetières pour voir les mausolées et entrer dans les boutiques de vaudou et autres. Nous avions quelques heures supplémentaires à passer là-bas. Alors j'étais heureuse quand mon ex a dit que nous pouvions nous promener. Nous nous sommes garés dans une petite halte de camion. C'était une halte qui n'apparaissait pas sur les grandes cartes de Rand McNally que d'autres conducteurs nous avaient recommandées. Ce n'était vraiment rien de plus qu'un trou dans le mur, un magasin de maman et papa avec un petit terrain et un poteau lumineux vacillant à l'extrémité, mais c'était à distance de marche du quartier français, qui était l'endroit où je voulais aller. « Salut, Pete Pourpre, qu'est-ce qui t'amène ici ?» La voix à la CB était forte, donc il était vraiment, vraiment proche. Il n'y avait que 2 autres camions sur le terrain. Un vieux Freightliner avec une remorque Swift et un Kenworth vert foncé, avec une remorque à bétail transportant des vaches. Mon ex était toujours un peu contrarié d'avoir été planté quelques mois plus tôt. Il pouvait garder rancune quand il le voulait. « Maniaque, salut mon pote, où diable étais-tu ? Pourquoi nous as-tu laissé tomber, mon bon ami ?» a répondu mon ex par radio. « Oh, tu sais comment c'est. Les flics me rendent un peu nerveux et je préfère ne pas être attrapé, » a-t-il dit avec un rire. « Attrapé ? Que veux-tu dire par attrapé ?» a demandé mon ex. « Ne t'inquiète pas pour ça, prends juste soin de ta fille. Je détesterais vraiment qu'il lui arrive quelque chose de mal, comme à toutes ces autres filles, » a-t-il dit, terminant la phrase. Nous avons vu que la CB se réactivait, déplaçant l'aiguille de la radio. Le signal était si fort qu'il devait être dans la même halte de camion pour atteindre des niveaux aussi élevés. Silence. Elle était activée, mais on n'entendait que de la respiration dans le micro. Tu sais, avec toutes les mauvaises choses que j'ai faites dans les haltes de camion, j'aime jouer avec les lézards avant de les torturer et de les détruire. Ce saleté ne devrait pas se déshonorer avec la vie de drogues et de sexe qu'elle mène. On aurait dit qu'il parlait entre ses dents. Silence. Sa voix était encore plus forte cette fois. Nous pouvions entendre le rugissement d'un camion avançant dans la rue à sens unique qui finissait dans la halte de camion. Seul Dieu et le diable eux-mêmes peuvent me juger pour mes péchés. Je continuerai de nettoyer ce monde des malades qui infestent l'humanité. Nous nous sommes regardés. C'était la seule fois où j'ai vu quelque chose ressemblant à la peur dans les yeux de mon ex. Les larmes ont commencé à jaillir et pour la première fois, j'ai eu peur, vraiment peur. Un nuage de poussière s'est levé vers notre halte de camion et ce Peterbilt noir et menaçant, avec une défense de bétail et une sourcille, est passé lentement. Le conducteur a activé la CB juste au moment où il passait devant notre camion. C'était le même type effrayant de la halte de camion quelques mois auparavant. Il nous a souri avec ce fichu sourire répugnant en portant le micro à ses lèvres. « On se voit, nain », a-t-il dit. Son surnom de CB était peint sur sa porte de conducteur. Il disait maniaque en lettres rouges brillantes. En avril 2004, nous sommes retournés en Alaska parce que le père de mon ex a subi une crise cardiaque massive. Nous sommes restés là-bas pendant un certain temps avant de revenir sur la route. Autant que je sache, il y a eu 7 meurtres en tout, bien qu'il pourrait y en avoir eu plus. Qui sait combien de temps il avait été, entre guillemets, nettoyant le monde de ses péchés. Je ne sais pas s'ils ont jamais attrapé ce type. Je peux te dire une chose cependant. La deuxième fois, je n'ai pas fait d'amis sur la route et j'ai toujours porté une lame de 6 pouces avec moi à tout moment, juste au cas où je rencontrerais ce psychopathe. Je m'appelle Fabian et je suis camionneur de longue distance. J'ai travaillé dans cette industrie pendant plus de 15 ans, parcourant les routes du Mexique du nord au sud et d'est en ouest. Mon travail consiste à transporter des marchandises d'un point à un autre
parcourant des centaines de kilomètres à chaque voyage. Bien que le travail puisse être solitaire et parfois dangereux, j'apprécie la liberté de la route et la tranquillité d'être seul avec mes pensées. Chaque voyage a son propre lot de défis, allant du mauvais temps aux conducteurs imprudents. Cependant, je n'avais jamais pensé qu'un jour, je devrais affronter quelque chose de beaucoup plus sinistre. L'histoire que je suis sur le point de raconter s'est passée il y a quelques années et me hante encore à ce jour. Tout a commencé lors d'un voyage de Mexico à Monterrey. C'était une nuit tranquille et je profitais de la musique à la radio en avançant sur l'autoroute. J'étais parti tôt ce matin-là et je prévoyais d'arriver à destination à l'aube. La route était relativement vide, ce qui est rare pour cette route, et je me sentais détendu, prêt pour un autre voyage. À un moment donné, entre San Luis Potosí et Monterrey, j'ai vu un homme faisant de l'autostop sur le bord de la route. Il était tard, et normalement je ne prends pas d'étrangers, mais quelque chose dans son apparence m'a poussé à m'arrêter. Il avait l'air d'un type décent, d'une trentaine d'années, avec un sac à dos sur l'épaule et des vêtements usés. Il avait un air de fatigue qui m'a touché, et j'ai pensé qu'il était peut-être en difficulté. J'ai arrêté le camion et baissé la fenêtre. « Où allez-vous » lui ai-je demandé, en espérant qu'il n'allait pas trop loin. « Je vais à Monterrey », a-t-il répondu avec un sourire reconnaissant. « Puis-je vous accompagner » J'ai acquiescé et lui ai indiqué de monter. « Bien sûr, monte, je vais aussi là-bas. » L'homme est monté dans le camion et s'est installé sur le siège passager. Nous nous sommes présentés, il a dit qu'il s'appelait George. Il paraissait amical, bien que légèrement réservé au début. Nous avons commencé à converser tout en avançant sur la route. Nous avons parlé de choses triviales, le temps, la musique, nos vies. Il m'a raconté qu'il voyageait à travers tout le pays, cherchant du travail et essayant d'arriver à Monterrey pour recommencer à zéro. Au fil de la nuit, j'ai remarqué que George commençait à se comporter de manière étrange. Ses réponses devenaient plus vagues et son regard commençait à vagabonder dans l'intérieur du camion comme s'il cherchait quelque chose. J'ai essayé de ne pas y prêter attention, pensant qu'il était peut-être fatigué ou nerveux. Cependant, son comportement continuait à devenir de plus en plus inquiétant. La conversation est devenue inconfortable lorsque George a commencé à parler de choses inquiétantes. Il a mentionné qu'il avait vu beaucoup d'accidents sur la route et a commencé à les décrire avec des détails effrayants. Son ton me mettait mal à l'aise, mais j'ai essayé de garder mon calme. Je lui ai demandé s'il avait déjà été impliqué dans un accident grave et sa réponse a été troublante. « As-tu déjà vu quelque chose de vraiment terrifiant sur la route » m'a-t-il demandé, sa voix prenant un ton plus sombre. « Non, pas vraiment », ai-je répondu, en essayant de paraître décontracté. « J'ai vu des accidents, bien sûr, mais rien d'anormal. » George a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Moi, j'ai vu des choses horribles, » a-t-il dit dans un murmure. « Des choses qui t'empêcheraient de dormir la nuit. » J'ai senti un frisson parcourir mon dos. « Comme quoi ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ne voulait pas connaître la réponse. Une fois, j'ai vu un camionneur qui a pris un autostoppeur, a-t-il commencé, sa voix maintenant plus basse et dangereuse. Le gars semblait inoffensif, mais il s'est révélé être un tueur. Il a tué le conducteur et a laissé son corps au milieu de la route, avec le camion encore en marche. La peur a commencé à s'emparer de moi. « Et qu'est-il arrivé au tueur ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. George a ri doucement. « On ne l'a jamais retrouvé. Certains disent qu'il est toujours là, attendant sa prochaine victime. » Le silence qui a suivi était épais et oppressant. Mon esprit travaillait à toute vitesse, essayant de comprendre si George plaisantait ou s'il parlait vraiment sérieusement. Mais la façon dont il me regardait, avec ses yeux froids et calculateurs, me disait que ce n'était pas une blague. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, nous sommes arrivés à Monterrey. Je me suis arrêté à une station-service et j'ai dit à George qu'il était arrivé à destination. « Nous y voilà, Monterrey », ai-je dit, en essayant de paraître détendu. George m'a regardé pendant un moment avant d'ouvrir la porte. « Merci pour le voyage, Fabian », a-t-il dit, sa voix maintenant douce et amicale. « J'espère que tu auras un bon voyage de retour. » J'ai hoché la tête, sans oser dire plus. George est descendu du camion et s'est éloigné, disparaissant dans la nuit. Je suis resté assis là pendant un moment, essayant de calmer mes nerfs. Quelque chose dans sa façon de parler et de se comporter m'avait profondément inquiété. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Les souvenirs de notre conversation me tourmentaient, et je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose était terriblement mal. Mon esprit était rempli d'images perturbantes,
et je me demandais si j'avais bien fait de prendre Georges. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une nouvelle qui m'a glacé le sang. Un collègue camionneur, Louis, avait été retrouvé mort dans son camion, exactement sur le même tronçon de route où j'avais pris Georges. La police a dit qu'il avait été brutalement assassiné et son corps laissé dans le camion, qui était encore en marche lorsqu'ils l'ont trouvé. Le plus inquiétant était que, selon les rapports, Louis avait pris un autostoppeur peu avant sa mort. Les détails coïncidaient trop avec l'histoire que Georges m'avait racontée cette nuit-là. J'ai contacté quelques autres camionneurs et ils ont confirmé que, effectivement, Louis avait parlé d'un autostoppeur qu'il avait pris. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si Georges était le même homme que Louis avait pris. Et si c'était le cas, pourquoi ne m'avait-il rien fait à moi? Avais-je eu de la chance ou Georges avait-il simplement décidé que ce n'était pas mon moment? L'homme n'a jamais été retrouvé et la police n'a jamais résolu l'affaire. Mais chaque fois que je passe par ce tronçon de route, je ne peux m'empêcher de ressentir un frisson et de me souvenir de cette nuit-là. Je réfléchis à la chance que j'ai eue et me demande si je croiserai un jour quelqu'un comme Georges à nouveau. C'est une pensée terrifiante et cela me rappelle que sur la route, on ne sait jamais vraiment qui l'on peut rencontrer. La vie d'un camionneur est solitaire et peut-être dangereuse. Nous passons des heures, des jours et des semaines sur la route, souvent sans voir nos familles. La route peut être un endroit magnifique et paisible, mais elle peut aussi être un lieu de terreur et de mort. Parfois, je pense à quitter cette vie, chercher un travail plus sûr et stable, mais je reviens toujours à la route. C'est une partie de moi, une partie que je ne peux laisser derrière, même avec tous les dangers que cela comporte. Après cet incident, j'ai commencé à prendre plus de précautions. Je ne prends plus d'autostoppeur, peu importe à quel point il semble désespéré. J'ai aussi installé des caméras supplémentaires dans mon camion et commencé à partager ma localisation avec ma famille et mes amis proches. Malgré toutes ces mesures, la peur ne disparaît jamais complètement. Chaque fois que je vois quelqu'un au bord de la route, une sensation d'anxiété m'envahit et je me souviens de cette nuit-là. Avec le temps, j'ai appris à vivre avec la peur, mais je ne l'oublierai jamais. Je me demande toujours ce qui se serait passé si Georges avait décidé de m'attaquer. Aurais-je eu la force de me défendre? Aurais-je survécu? Ces questions n'auront jamais de réponse, et peut-être est-ce mieux ainsi. Ce que je sais, c'est que j'ai eu de la chance, une chance que beaucoup d'autres n'ont pas eue. L'histoire de Louis a été un rappel brutal de la fragilité de la vie et des dangers qui guettent sur la route. Sa mort a été une perte terrible pour sa famille et ses amis, et pour nous tous qui le connaissions. Je me souviendrai toujours de son sourire et des blagues que nous partagions aux haltes de camion. C'était un bon homme, un homme qui ne méritait pas de mourir de cette manière. Bien que la vie sur la route continue, je porte avec moi les leçons que j'ai apprises de cette expérience. J'ai appris à faire confiance à mes instincts, à être plus prudent et à valoriser chaque jour que j'ai. La route peut être un endroit solitaire et dangereux, mais elle peut aussi être un lieu de réflexion et de croissance. Chaque kilomètre parcouru est une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir, et même si la peur sera toujours là, je ne la laisserai pas me contrôler. À tous les camionneurs là-bas, je dis « Prenez soin de vous ». La route est un endroit magnifique mais dangereux. Faites confiance à vos instincts, prenez des précautions et surtout, n'oubliez jamais que la sécurité est primordiale. La vie est fragile et précieuse, et chaque jour sur la route est une bénédiction. Et toi, Georges, où que tu sois, j'espère que tu ne croiseras plus jamais mon chemin, ni celui d'aucun autre camionneur. Ton ombre sombre ne souillera plus nos vies. J'ai toujours été camionneur. Je m'appelle Gustavo et je suis sur la route depuis plus d'une décennie, transportant toutes sortes de marchandises à travers la Californie. Depuis que j'ai obtenu mon permis, j'ai parcouru des milliers de kilomètres et j'ai affronté toutes sortes de défis, des tempêtes inattendues aux routes en mauvais état. Cependant, rien ne m'avait préparé à l'horreur que j'ai vécue lors de l'un de mes voyages les plus récents. C'était un matin tranquille lorsque j'ai entrepris ma route habituelle. Je suis parti avant l'aube pour éviter le trafic, avec le soleil commençant à peine à illuminer l'horizon. Mon camion était chargé d'équipements lourds, parti d'une livraison importante pour l'une des entreprises avec lesquelles je travaillais régulièrement. Tout semblait en ordre, et j'étais prêt à profiter d'un voyage tranquille et sans problème. Pendant les premières heures, tout semblait bien se passer. La route était dégagée et le temps était parfait pour conduire. Cependant, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai commencé à remarquer que 2 camions commençaient à me suivre.
Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Je pensais que cela pouvait être une coïncidence, mais j'ai vite réalisé que leur présence n'était pas fortuite. Le camion derrière moi était un camion de transport, similaire au mien, tandis que l'autre semblait plus vieux et en mauvais état. Les camions gardaient une distance prudente, mais leur présence était constante et perturbante. J'ai essayé de les ignorer et de me concentrer sur la route, mais la pression était palpable. Le vieux camion bougeait de manière erratique, parfois s'approchant trop près, d'autres fois s'éloignant, comme s'il jouait à un jeu de chat et de souris. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, une sensation que je ne pouvais ignorer. Je regardais dans le rétroviseur, essayant d'évaluer s'il y avait une raison de m'inquiéter, mais je ne voyais rien de clairement suspect. Au fur et à mesure que le temps passait, le camion de transport qui me suivait a commencé à se rapprocher de plus en plus. J'accélérais et décélérais pour voir si je pouvais les semer, mais ils semblaient être synchronisés dans leur poursuite. Chaque fois que j'essayais de changer de voie ou de prendre un virage plus serré, l'un des camions se déplaçait en parallèle, comme s'il savait exactement ce que j'allais faire. Cette synchronisation me faisait me sentir encore plus mal à l'aise et paranoïaque. La situation a atteint son paroxysme lorsque le vieux camion a commencé à s'approcher dangereusement. J'ai ressenti un fort coup à l'arrière de mon camion, un impact si violent que le camion s'est balancé d'un côté à l'autre. Mon estomac s'est noué alors que je luttais pour garder le contrôle du volant. Le coup initial m'avait laissé étourdi, mais le véritable chaos a commencé lorsque le camion de transport qui me suivait s'est également approché. Le camion de transport m'a poussé sur le côté de la route avec une force brutale. L'asphalte est devenu une scène de destruction alors que mon camion se renversait, ses roues tournant dans les airs tandis que j'essayais de rester conscient. Les cris du métal se tordant et le vacarme des moteurs étaient assourdissants. La sensation de perte de contrôle était terrifiante et je ne pouvais rien faire pour éviter le désastre. Lorsque le camion s'est finalement arrêté, il était renversé sur le côté. La douleur dans mon corps était écrasante et la confusion m'envahissait. J'ai regardé autour de moi avec difficulté, essayant de comprendre ce qui s'était passé. À travers la brume de la douleur, j'ai vu les deux camionneurs sortir de leur véhicule. Leur comportement était inquiétant. Ils ne semblaient pas préoccupés par l'accident qu'ils venaient de causer. Au contraire, ils se déplaçaient avec une froideur et une précision qui indiquaient que tout avait été planifié. Ils ont commencé à ouvrir la cargaison de la remorque de mon camion avec un calme perturbant. Mon esprit était en chaos. Les blessures commençaient à faire mal et les cris de douleur se mêlaient au bruit des caisses traînées. J'ai vu comment ils vidaient la remorque méthodiquement, sortant des caisses et encore des caisses. Le vieux camion, contrairement aux autres véhicules, avait un aspect usé et semblait avoir peu de valeur, mais ils l'utilisaient quand même dans le cadre de leur plan. J'ai essayé de leur crier de s'arrêter, mais la douleur dans mon corps était si intense que je pouvais à peine émettre des sons cohérents. Mes jambes étaient coincées et je me sentais impuissant. Le désespoir et la peur se mêlaient alors que je voyais comment les camionneurs volèrent la cargaison pour laquelle j'avais travaillé si dur. L'un des camionneurs s'est approché du camion renversé et avec un regard presque méprisant, m'a observé pendant quelques instants. Puis, il s'est éloigné sans se presser, tandis que l'autre continuait de voler la cargaison. Enfin, les deux camionneurs sont remontés dans leur véhicule et sont partis, laissant derrière eux un champ désolé de débris et mon camion détruit. Je me suis réveillé à l'hôpital avec les jambes et les bras bandés, le corps entier endolori et couvert de bleu. Les médecins m'ont informé que j'avais eu de la chance de survivre à l'accident. J'ai passé presque 3 mois en convalescence, période pendant laquelle j'ai été incapable de travailler et j'ai dû faire face aux séquelles physiques et psychologiques de l'attaque. La douleur et le traumatisme m'ont profondément affecté. Chaque fois que je pensais à ce jour-là, je ressentais une pointe de peur et d'angoisse. L'entreprise pour laquelle je travaillais n'a pas pu offrir de réponse claire ni de mesures efficaces pour éviter que quelque chose de similaire ne se reproduise. Bien qu'ils aient tenté de m'aider autant que possible, le manque d'informations et l'incertitude quant aux agresseurs ont rendu le processus encore plus frustrant. Je n'ai jamais su avec certitude si ces camionneurs étaient des employés de la même entreprise que moi ou s'il s'agissait d'un groupe de délinquants qui avaient trouvé un moyen de voler en utilisant des camions. Ce que je savais avec certitude, c'est que, dans mon état de vulnérabilité, je me sentais complètement à leur merci. Chaque fois que je vois un camion sur la route, je ne peux m'empêcher de me rappeler ce jour-là et de me demander si je rencontrerai un jour les mêmes camionneurs. Cette expérience a laissé une marque indélébile dans ma vie. Bien que je sois finalement retourné travailler,
la peur et l'anxiété qui ont résulté de cet événement ne sont jamais complètement partis. La route n'est plus seulement un lieu de travail pour moi. Elle est devenue un rappel constant du jour où j'ai affronté la terreur et la trahison lors d'un simple voyage sur la route.